Fidèles auditeurs, auditrices de Wezo FM, bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de l'émission Mystère d'Archives. Mystère d'Archives, aujourd'hui, nous parlons de repères culturels. Comme vous le savez, le Kivu est riche en histoire et tradition. Il a compté des hommes qui ont marqué l'histoire, des peuples dans leur manière de vivre. Leur vision a permis aux populations locales d'être révélées sur certains faits de société, entre autres la religion, la culture, la gouvernance ou alors l'industrie. Ces personnalités, quoique modèles à suivre, sont ignorées. Leur combat semble n'avoir servi à rien. C'est par exemple la Muhaya, la grand-mère de Mwami Kabare, tuée à Fizi par des colons pour s'être opposée à l'introduction de valeurs culturelles dont le Bushi. L'autre exemple est de Bindi Bindi, un travailleur dans la plantation de Ndouba dans la chefferie de Ngweshe, qui a aussi prêché des valeurs culturelles positives. Il s'était donc opposé au châtiment infligé par des colons, c'était en 1930, à ces semblables travailleurs en réclamant leur indépendance. Après son emprisonnement à Kisangani, il est mort à Kabari. Son histoire est méconnue de tous. Des exemples pareils sont donc légion, malheureusement, mal rencontrés ou alors cachés à dessein. Ces repères historiques méritent l'attention de tous, car dit-on, le peuple s'est construit par son histoire. Ainsi, cette production mettra un accent sur ces personnalités qui, par leur manière de vivre, ont éclairé les sociétés dont l'actuelle génération s'étague la poitrine. Ce numéro reviendra donc essentiellement sur les royaumes du Bushi et des Buhavu. Et pour en parler, pour en connaître davantage, savoir quels sont les mérites de ces repères, en quoi peuvent être utiles aujourd'hui à la société moderne, nous allons recevoir un vulgarisateur culturel reconnu dans la ville de Bukavu, notamment Shakulu Konda. Voilà, fidèles auditeurs, auditrices de Wezo FM, cette émission est mise en onde par Gustave Malitélé, la présentation d'Aboubakar Kigabi, la réalisation derrière la caméra. Nous sommes avec Jerry Kacha qui nous permet d'avoir cette émission en visuel chez vous à la maison. Nous recevons Shakulu Konda. Il est vulgarisateur culturel, il est conservateur culturel. Permettez, on l'appelle ainsi avec des multiples noms. Shakulu Konda, bienvenue dans l'émission Mystère d'Archives. Merci beaucoup, journaliste. Nous vous recevons pour parler de l'histoire, pour parler de ce qui a marqué l'histoire de ces peuples, les peuples du Kivu. Et nous mettons un accent sur les repères culturels Shakulu Konda. Je l'ai dit dans les sommaires, il y en a plusieurs, mais vous avez documenté l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Il y en a tant, comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, il y en a beaucoup. Mais on peut se centrer sur quelques-unes de figures qu'on connaît, que tout le monde connaît. Nous avons parlé, la fois passée, des reines, mais il nous reste encore à parler aussi des rois et des accompagnateurs de ces rois, notamment de Mwami Alexandre Kabare, qui nous a quittés il y a déjà une trentaine d'années. Et nous allons aussi parler de celui qu'on a appelé qui était un combattant de l'ère coloniale, donc Miroho. On parlera de Miroho qui a remplacé les Blancs quand ils sont partis. C'est lui qui a pris la place de gouverneur ici en place. On parlera d'autres comme ça, des figures qui ont fait preuve d'endurance et qui ont montré que il y avait des valeurs culturelles aussi chez nous que les Blancs ont ignorées. Il y a aussi dans l'enseignement des gens qui ont marqué une place importante. Et nous allons parler aussi de Monziro, par exemple, comme une figure de proue qui a montré que nous avons parmi les hommes des religions qui ont édifié le monde. Celui-là, il est mort comme martyr. Et pendant qu'il y avait des guerres ici, qui combattaient la religion et la culture de chez nous. Alors, Shakulu Konda, ces valeurs culturelles dont vous venez de citer, notamment 00, en quoi il a été utile? Pourquoi aujourd'hui on peut le repérer ou le prendre comme modèle? C'est une évidence. Lui, comme chef coutumier, comme Mwami, il était visé par la colonie.
D'abord, au départ, quand son père est mort, dans les années 1919, il est resté avec sa mère, reine mère, veuve de son état. Et les Blancs est venu demander à la reine de prendre les jeunes mamies, des mineurs jeunes mamies, cabaret 00. Il était seulement cabaret organisé à ce moment-là, il n'était pas encore 00. Alors, la reine s'est opposée, dit, vous ne savez pas éduquer un Mwami, vous autres. Vous êtes blancs, nous sommes noirs. Restez chez vous et on collaborera, mais on vous restez chez vous et nous restons chez nous. Les Blancs n'ont pas entendu cela. Ils ont dit, bon, il faut s'organiser pour l'éliminer. Plusieurs tours, ils ont défilé chez elle. Elle a résisté. Donnez-nous votre fils, nous, on va s'occuper de son éducation nous-mêmes. Elle a résisté, dit, vous ne connaissez rien de l'éducation des rois chez nous. De force, on l'a appelé, on l'a amené à Fils Rembrembedo, on l'a tué. Et l'enfant est resté orphelin de père et de mère. Comment son père est décédé? Bon, il est mort après avoir été évidemment secoué par la colonie. Hein. Il est mort de maladie, c'est vrai. Mais c'était donc des conséquences de la rééducation parce qu'il était en fuite. Il était en fuite, il était pourchassé par les Blancs. Et à cette époque, c'est Mwamouhaya qui dirigeait le royaume de la chefferie de Kabare, le royaume de Kabare. Après la mort de son mari. De son mari. Oui. Parce que 00 était encore enfant. Mineur, oui. Et bon, il y avait d'autres qui ont pu l'aider, donc les régents qui ont pu l'aider. Mais elle était la régente, au fond, la plus attitrée, quoi. Et c'est elle qui refusait que l'enfant ne soit pas dirigé par, du moins éduqué par les Blancs. Et pourquoi cette reine, héroïque qu'elle soit, elle s'est opposée à ce que son enfant, 00 aujourd'hui, qui est malheureusement décédé aussi, pourquoi elle s'était opposée à ce que son enfant puisse avoir cet enseignement des colons? Ah, vous comprenez que c'était une classe de résistants. Et son mari, et elle-même, et les autres chefs à ce moment-là, tout le monde était résistant. Tout le monde. On ne voulait pas que les Blancs s'occupent de notre culture, quoi. Alors elle disait, bon, vous les Blancs, vous ne savez pas éduquer les enfants comme nous les éduquons nous-mêmes. Donc restez chez vous, nous restons chez nous, mais on peut collaborer. Et les Blancs n'étaient pas contents de ça. Alors ils savaient évidemment que, bon, le Blanc ne saura pas savoir quelles sont les valeurs principales ici chez nous. On va dire n'importe quoi, mais on ne saura pas nos valeurs qui priment sur la vie des hommes. Alors elle a dit non, je ne veux pas que mon enfant soit éduqué par les Blancs. Et c'est ça qui lui a valu la mort. Alors on est venu la prendre, et on l'a enlevée, on est allé la tuer à Fils Rembrembe. C'est ça qui a marqué son fils, toute la vie. Si on peut revenir en arrière, Chakulé Konda, tué à Fizi, enterré aussi à Fizi ou... C'est là qu'il est enterré justement. Et la tombe se trouve toujours à Fizi. On ne l'a jamais revu parce que nous autres ici, on était coupés du milieu là. On ne l'a jamais vu, mais c'est là qu'on l'a enterré. Comment on l'a enterré, on ne sait rien dire. Mais c'est là qu'on l'a, bon, jeté simplement, il faut dire que ça comme ça. Alors, comment s'est passée l'éducation du 00, laissé enfant, sans père ni mère? Justement, quand il est resté comme ça, lui-même orphelin de père et de mère, ses oncles sont occupés de lui, dont par exemple Moressa, dont par exemple l'autre qui était de Kalimagne également. Kalimagne également, c'est donc très proche. Et ils ont fait la régence avec la mère. Et c'est comme ça que... Non, la mère n'était plus comme disons. Donc, les oncles ont pris la place de mère. Qui a géré le royaume à ce temps-là? C'est 00 tout petit qui est resté. Petit, oui, mais avec les régents. Avec les régents. Et c'est de là qu'elle a commencé à diriger le royaume de Kabare. Oui, dès qu'il est installé comme roi, il dirige sous le commandement des autres, évidemment. Il est mineur, il ne dirige pas. Il fait diriger par les autres, mais c'est lui qui a le conseil royal. Oui, par le conseil royal. Et c'est comme ça qu'il était resté très, très fâché contre le blanc.
le blanc qui a tué sa mère, qui a tué aussi son père, et qui a tué tout le monde, qui tuait tous les gens qui passaient. Tout résistant. Oui, oui. Et alors, quels sont ses mérites? Les mérites est d'avoir pris donc la position comme son père le faisait, de dire bon, non, au blanc. Non au blanc. Et sa mère a été la dernière qui a fait l'exemple, dit non, on peut collaborer avec les blancs, mais ils ne peuvent pas diriger nos enfants, donc éduquer nos enfants. C'est ça. Donc, il a lutté pour la conservation de valeurs culturelles au Bouchi. Absolument, absolument. Donc, il voulait absolument l'indépendance totale, qu'on soit nous-mêmes sans être dirigés par les blancs. Est-ce qu'il a réussi à inculquer cette mentalité dans le Bashi pour qu'il puisse aussi conserver cette identité? Mais oui, il l'a impliqué absolument. Il l'a impliqué parce que voyez-vous, jusque très tard, jusqu'au moment qu'on l'a enlevé pour l'amener à Kinshasa, les Poloviers sont malades, il était en train de résister avec ceux qui pouvaient le faire avec lui. Il allait combattre les Blancs dans les plantations. Il allait le combattre. Donc il était resté lui-même. Il en sortait vainqueur ou toujours perdant? Parce que je me dis que les colons avaient cette puissance de feu plus que son royaume. Oui, il en sortait vainqueur, évidemment, parce qu'il les giflait également. Il les giflait, il les cassait, des clavicules ici, et puis il rentrait malade. Dans ce cas, il était violent? Pas violent, mais il répondait à la violence. Il n'était pas violent. Quand on l'agressait, bon, il se défendait. Et c'est un homme qui, vous comprenez, que tout jeune comme ça, il était déjà traumatisé par la mort de ses parents. Sa mère était morte, était tuée, pas morte, mais elle était tuée. Et son père également, parce que remarquez que Kabar lui-même 0-0. Il n'est pas né ici à Kabar, il est né dans l'Ingwéché, à Mazigiro, dans l'Orhala. C'est là que son père s'est caché, ils étaient en fuite, en train de fuir les Blancs. Et c'est là qu'il est né. Donc il est rentré avec cette veine-là, de la guerre. Quelques temps après, il sera relégué, amené à Kinshasa, loin de son royaume. Comment il est arrivé à se surpasser de cette situation? Oui, comme vous le disiez là, est-ce qu'il a réussi à gagner? Est-ce qu'il a perdu? Il a continué à lutter depuis que sa mère est morte également, jusqu'au jour qu'on l'a enlevé pour l'amener à Léopoldville. Donc, il avait entendu un jour qu'un blanc s'amusait à tuer des gens dans la chefferie d'Ingwéché, à Bourale, et ce monsieur était méchant carrément, parce qu'il tuait quelqu'un, il demandait de creuser sa tombe. Il dit, mais tu vas mourir toi, creuse ta tombe ici. Il creuse la tombe à une certaine hauteur, il dit, descendez dedans. Il descend et il dit aux autres, commencez à mettre de la terre au-dessus, debout là-dedans, et les gens l'enterraient. On laisse seulement la tête dehors. Et cela, vous vous rendez compte, quelqu'un qui s'enterre lui-même, quelle atrocité, voyez-vous. Alors, il était allé là-bas pour combattre ces Blancs, qui tuaient les gens comme ça. Et il les tuait aussi d'une autre façon, de faire monter sur un arbre, et demander aux gens d'abattre l'arbre. L'arbre tombe avec la victime, et l'enterre là-dedans. Et lui, il était mécontent de tout ça. Il est allé en personne. Il a demandé visite à ces Blancs. Et les Blancs qui l'ont négligé vont dire, c'est quoi? Moi aussi. Il ne le connaissait pas. On n'a pas présenté qu'il était mon ami. Il dit, je vais me voir. Il s'approche, d'un coup, il saute sur lui. Il saute sur l'homme blanc. Sur l'homme blanc. La guerre commence dans la cour du blanc. Et il casse le clavicule ici. Et ça qui a valu au jeune Moami la relégation. Bon, il rentre, le blanc ne sait pas c'était qui. Alors on fait appel aux autres blancs. Quelqu'un est venu ici taper sur le blanc. Et il a cassé la clavicule ici. Et bon,
on fait des enquêtes, c'était justement les momies. Alors, on fait des réunions, on dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les tuer vraiment. Comme sa mère. Comme sa mère. Bon, heureusement, il avait un parrain qui était un prêtre blanc, Père Jean Badound. Un blanc qui s'appelait Badound. Oui, donc c'est un nom comme ça qu'on dit. Nabadour Baza, parce que j'ai fait aussi les gens à dire Nabadour Baza, ça c'est Indo, Badour, Nabadour Baza, c'était le nom qu'on donnait, Badour. Okay. Alors ce père-là, et qui était son parrain, il dit, je ne supporte pas qu'on tue mon fiel. Il a organisé tout ce qu'on prépare les mamies à aller au pôle-ville. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire partir. Alors, nous avons comme conseil, vous allez voir le roi Léopold II, et accuser les Blancs qui tuent les gens chez vous. Il était gagné pour ce cause-là, il dit c'est bien. Pendant que c'était une tromperie, bon, on n'allait pas l'envoyer en Europe, mais il restait à Kinshasa simplement. Alors, sa vie à Kinshasa, comment elle s'est passée? Est-ce qu'il a continué à diriger son royaume tout en étant à Kinshasa, où il a été déconnecté de tout? Déconnecté, bien sûr. Comment il pouvait diriger? Vous comprenez qu'il partait comme un relégué. Il était relégué déjà. Avec ça, il était relégué à Kinshasa, où il est plouvé à ce moment-là. Et il ne pouvait pas avoir contact avec la chefferie ici. C'est à ce moment-là qu'on a désigné le Mwami de Ngweshe, Mafundwe, à ce moment-là. Le Mafundwe, qu'on a désigné remplacer le jeune Mwami qui est parti en relégation. Et il a fait quelques années, 3 ans, 4 ans après, il est mort. On a remplacé encore par un autre, qui est le père de celui-ci qui est là, le père d'Ender Tabaye. Voilà. Lui aussi, il est mort sur place là. Alors on a dit, bon, on ne continue pas à envoyer des remplacements comme ça. Il faut chercher quelqu'un de la famille Kabari directement. On a cherché, et Moualimou qui s'est trouvé à Kamisimbi, qui s'est trouvé là, c'est Moualimou Corneille Mbose. Alors on a dit, il est oncle à l'autre. Alors tu fais le remplacement. C'est comme faire l'intérim du roi. Oui, on dit l'intérim. Et il l'a fait de 1936 jusqu'à 1959, une année avant l'indépendance. Et le Mwami là, le jeune Mwami en relégation, est resté à Kinshasa sans rien faire, mais il s'est occupé de quelque chose lui-même. Pendant combien d'années à Kinshasa? 23 ans, de 36 à 59. C'est à 59 qu'il est rentré. À 59 qu'il est rentré, avec l'indépendance, une année avant l'indépendance. On l'a ramené pour que... Cette période de relégation, est-ce qu'elle n'a pas impacté sur sa manière de gérer cette fougue-là de conserver les valeurs culturelles? Est-ce que ça n'a pas joué et que ça a aussi facilité à ce que les gens s'habituent aux valeurs étrangères? Qu'il soit bon, découragé, vous avez demandé s'il était découragé. Ça l'a pas découragé, il dit bon, je vais quand même m'adapter et aller comme tout le monde. Au contraire, c'est pourquoi je vous dis que c'était un homme résistant, ferme. Bon, il a vu que il était évincé, il ne pouvait rien faire d'autre, il est resté là, mais tout en maintenant sa position. Dire aux autres, ne vous laissez pas faire. Je suis parti de là, mais je suis encore avec vous. Et comme ça, il était. Et quand il y avait des informations qui lui arrivaient, il réagissait. Mais il n'a pas de poids. Alors quand il rentre en 59, qu'est-ce qu'il a fait? En 59, il prend le pouvoir qu'on lui avait arraché. Et il y avait à ce moment-là un peu de conflit. C'est lui qui le remplaçait, Corneille Imposi. Et il ne voulait pas le voir rentrer. Bon, il disait, bon, qu'il reste là, je vais continuer. Et la guerre a commencé, vous comprenez. Pour le remplacement, ça n'a pas été facile. Il y a eu ce qu'il y a eu là-bas. Les gens se sont rangés. Ceux qui étaient pour Imposi étaient d'accord que le Mwami reste, qu'il reste dehors, quoi. D'autres qui étaient pour le Mwami, qui reviennent et prennent sa place, ils étaient contre Imposi. Donc, à ce moment-là, il y a eu des guerres. De tous côtés, il y a eu des morts. Mais quand même, il a réussi à
à imposer son pouvoir et à perpétuer ses valeurs culturelles au boucher. Raison pour laquelle ça sera un monument culturel dans le boucher. C'est absolument un monument culturel. C'est depuis qu'il était petit qu'il a montré qu'il incarnait les valeurs culturelles. C'était un héros. De son âge là, un mineur comme ça, qui combattait les colonialistes, c'est quand même beaucoup de mérite ça. Ouais, vous avez cité aussi Miruho comme un autre repère. Qui était-il? Miruho, lui, c'était un enseignant de son état. Un enseignant de son état. Et qui, dans la colonisation, lui, s'est plié aux ordres des Blancs. Comme enseignant, il n'avait rien à faire, et il devait seulement faire son travail. Et comme on a vu que c'était un homme qui suivait bien. Si on peut revenir en arrière, Chakoulou, avant de revenir dans sa profession, ce qu'il a pu faire, c'est un nom qui saute à l'oreille, Miruho. Mais qui était-il? Il était d'où? Comment il est arrivé à être enseignant? Tout ça. Miruho est d'origine Kajéjé. Vous voyez à Mouressa, la colline de Mouressa, quand vous allez vers Kavumu, à gauche, venant d'ici, à gauche, vous montez sur la colline là-bas, et vous êtes au sommet là, ça c'est ce qu'on appelle Kajéjé. Il est né à Kajéjé, Miruho. Et il a fait ses études comme les autres l'ont fait pendant la colonie. Et de là, il a été propulsé enseignant. Et l'enseignant, on l'a coté, on a trouvé qu'il était positif. Et c'est comme ça que De Bazungu trouvait qu'en lui, il y avait l'espoir que c'est un homme qui pouvait continuer à diriger. Miruho est de Kajéjé donc. Et il a fait preuve d'endurance pendant qu'il était enseignant et qu'il pouvait continuer à animer la population. C'est ça qui lui a valu. Lui qui était obéissant aux valeurs culturelles étrangères, occidentales, comment vous les considérez comme valeurs culturelles à l'opposé de 00, lui qui était vraiment contre? Parce que là, vous citez déjà quelqu'un qui accepte, vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez, je suis collaborant. De l'autre côté, il y avait un résistant qui disait non, on doit conserver, on doit rester authentique. Comment celui-là aussi, c'est une valeur? C'est une valeur parce qu'il a su souder le debout là-bas. Il a su être du côté blanc et du côté le noir. C'est pas de la traîtrise. Non, non. C'était un homme qui méritait. Parce que vous voyez que le blanc a trouvé en lui un homme qui est très réconciliant. Il est maniable. Il est maniable, c'est vrai. Il est réconciliant. Il n'engage pas de guerre, mais il se tient au milieu de sa population. Qu'est-ce que la population a gagné de lui? De lui? Bon, vous pouvez estimer comme vous l'estimez, mais ils ont eu un de leurs qui a pris le pouvoir du blanc. Quel est ce pouvoir? Le gouverneur. Il était nommé gouverneur. Il a été nommé gouverneur après le départ des colons. Et justement, qu'on ait trouvé quelqu'un de nous qui accède à ce poste-là, mais c'était une valeur, ça. C'est par cette malignité-là qu'il a pu accéder à ces postes-là, parce qu'il ne s'affichait pas contre le blanc. Alors le blanc se disait, au moins lui, il est le nôtre, mettons-le là-bas, on va continuer à profiter de richesses du Kivu. Non, pas que... On a trouvé qu'il s'affichait du côté blanc, non. Il était un homme direct qui disait ce qu'il doit dire de nous et ce qu'il doit dire des blancs. C'est un homme quand même qui est neutre, il ne casse pas, mais il protège. Il protège les siens et il ne casse pas les blancs. C'est pas un rôle facile à jouer. C'est pas un rôle facile, justement, c'est pourquoi il était un homme de beaucoup de mérite, qui a su mettre les deux camps en place, donc être entre les deux, et savoir tirer du plus fort là, tirer les armes de force pour conduire à son peuple. De l'enseignant ordinaire au gouverneur de province. Oui, voilà. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a pu faire quand il était gouverneur? Ah, mais il a pu faire ce qu'il a pu faire parce qu'il était conditionné. Il était conditionné. Et je sais que, bon, parmi les gouverneurs que nous avons eus,
Il a eu le mérite parce qu'il est le premier. Et ce qu'il a fait comme travail, ça n'a pas été négligeable. Il était un homme qui a su faire le tremplin du passage du pouvoir colonial au passage du pouvoir national. Donc, gouverneur blanc au gouverneur noir, c'est beaucoup de mérite. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire à ce moment-là. Et c'est par là que l'on dit que le mouchi, il est difficile à cerner. Est-ce que c'est par là que les autres générations ont pu tirer l'exemple, dire il ne faut pas trop s'afficher, il faut pas montrer la direction où on va. Ils ont puisé de cette intelligence de Miroho. Je pense qu'on n'a pas tort de les dire comme ça. Oui, ils ont trouvé un modèle parce que Miroho, quand même, n'étant pas de leur côté correctement, mais il était en train de s'approcher vers eux et voir ce qu'on pouvait faire avec notre population. Voilà, en dehors de ces repères politiques et enseignants, vous avez cité aussi un repère religieux. Oui, nous avons cité Mouzirois. Comment il a pu échelonner jusqu'à être archevêque? C'est un homme mystérieux, si vous voulez, parce que c'est un homme que je vis moi-même grandir dans cette montée-là. Il était un simple abbé, donc ordonné ici chez nous. Et après, il trouve qu'il voudrait travailler avec les pères jésuites. Alors il va demander aux pères jésuites de l'admettre. On l'a admis. Il a évolué chez les jésuites. Un homme très intelligent, un homme supérieur. Alors, tout de suite ici, les pères jésuites l'ont trouvé comme un homme qui pouvait être un provincial. Vous voyez? D'abord, avant, ils étaient déjà un recteur chez eux. Mais après, celui-ci doit être un provincial. Il est provincial. Après, quand on a demandé un évêque qui remplace celui qui est mort ici, eh bien, on a trouvé que c'est les jésuites qui avaient un qui pouvait mériter cette place-là. Et c'était Mouzirois. Mais oui. Mais je me rappelle, la dernière fois on a réalisé l'émission ensemble, vous disiez que parmi les causes de la non-valorisation de la culture locale, de la culture bashi, de toute la culture à l'est du pays, il y a cette entrée du christianisme à l'est avec les évangélistes qui sont venus avec d'autres idéologies pour anéantir la culture locale. Mais quand vous dites déjà que Mouzirois c'est aussi un repère culturel, pourtant lui a accepté à bras le corps l'entrée de ces valeurs, ne pensez-vous pas que ça soit un peu contradictoire, que c'était lui le transmetteur de ces valeurs étrangères? Nous avons fait un choix, nous comme peuple, un choix. Parce qu'on devait additionner, non pas soustraire. Les valeurs que nous avons, la croyance en un Dieu, en seul Dieu, c'était resté identique. Et lui, sortant de cette conviction que les Bashi ont confiance en un Dieu, il est parti chez les Blancs, il a fait la religion des Blancs, et il l'a amené dans notre religion. C'est en cela qu'il est fort. Lui qui a vu que notre religion était attaquée et qui s'est approché des autres religions pour voir ce qui est amené chez nous dans sa vie, qu'il est fort en cela. Il est fort. Si c'était un autre, il pourrait dire, bon, non, je ne suis pas collaborateur. Non, lui, là, disons, je suis d'accord avec le christianisme. Et le peuple aussi a été gagné finalement pour le christianisme ici. On est chrétien ici, en croyant à un seul Dieu. Alors, Mouzirois, lui, comme quelqu'un qui s'est approché des Blancs, a pénétré jusque dans la congrégation des pères jésuites pour dire, bon, je vais vous amener chez nous, dans notre culture aussi. Et il les a amenés. Alors, vous voulez dire que pendant sa mission sacerdotale, c'est comme ça qu'on le dit, je ne suis pas trop, en tout cas, catholique, mais il a si concilié la partie culture locale et l'entrée du christianisme. Absolument. Il a pesé le deux et il a trouvé le juste milieu. Oui, absolument. Et quand même, vous voyez, ces travaux de recherche culturelle, sa thèse est une thèse sur les Bashi et la culture Bashi exactement.
il écrivait, il dit, la vache, la roue et le moimi. Vous voyez ça? Il développe ça. La valeur du moimi, la valeur de la vache, la valeur de la roue. Donc notre civilisation, quoi. S'il revient en arrière pendant qu'il est chez les Blancs et qu'il fait la recherche là-dessus pour démontrer cette valeur-là, vous voyez que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Mais lui, il l'a fait parce que... Il est resté mouchi tout en étant Exactement. Il a fait une thèse comme ça. Et les écrits qu'il avait, des centaines d'écrits, il n'écrit que sur les valeurs culturelles bâchées. Et africaines aussi. Donc, on a trouvé le livre qu'il a écrit, Les Kivu, le soleil du Kivu. Les soleils du Kivu. Donc, il montre toutes les valeurs que les vaches ont ici, dans le Kivu. C'est un livre formidable. Voilà, Chakulé Konda, en dehors de Christophe Muzirwa, y a-t-il d'autres? Je me rappelle que la fois dernière, vous avez eu à citer uniquement les femmes, mais aujourd'hui, vous n'y revenez pas. Il y a quand même des femmes qui ont pu marquer l'histoire du Bushi. Beaucoup de femmes. Mais on ne veut pas les citer, malheureusement. Et les femmes elles-mêmes ne veulent pas citer les leurs. Ce n'est pas les femmes qui ont fait preuve. C'est à dessein que ça se fait. C'est par ignorance. Elles ignorent ces valeurs-là. Elles s'accommodent aux valeurs européennes, disons, les nôtres ne valent rien. Pendant qu'elles ont percé, elles ont montré de quoi elles étaient capables. Donc les femmes là, quand on en parle, je suis content de voir qu'on ne présente que l'aspect négatif des femmes. Or, elles ont montré qu'elles étaient capables. Et quand je dis, ici récemment, vous avez trouvé qu'il y avait des femmes qui étaient nommées bourgmestres de femmes. Où est-ce qu'on nous a tirés? C'est ici dans notre culture. Mais Mouzou ne montrera pas que ces femmes étaient valables comme femmes bashi. Il va s'attribuer la force de la femme. C'est moi qui ai fait cette femme devenir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parlait pas. C'est parce que la femme n'est pas mise au premier plan et que, bon, c'est fait à dessein. On se dit la femme doit rester en arrière. On met en avant l'homme et puis l'histoire de la femme est oubliée. Quels sont ces repères femmes, si vous pouvez aussi passer en revue quelques-unes comme ça, on connaît quand même que la culture Bashi n'était pas aussi contre la promotion de la femme comme on le prétend. Les femmes étaient toujours aux côtés de leur mari. Et quand il y a un homme fort, il y a aussi une femme forte à côté. C'est dit comme ça, n'est-ce pas? Et il n'est pas exclu que parmi ces familles-là qui sont morts, il y a aussi des femmes qui sont mortes à côté de leur mari. Et quand on dit, on a vu une femme, une autre reine encore une fois, qui a fait la négociation entre les blancs et les noirs pour que nous puissions travailler ensemble, on n'en parle pas beaucoup. C'est une femme qu'on appelle Mwachiru Isacha Kamarungu. Cette femme était une femme formidable. Elle était d'où, celle-là? Elle est d'Engweshe, celle-là. Elle est la mère du Mwami Mafundwe. Mwami Mafundwe, qu'on a pris pour aller remplacer Kabare 00 quand il est allé en relégation. Ça, c'est une histoire lointaine. Ça remonte vers quelles années? Bon, mettez que ça devait être aux environs de l'année 1900, disons 1900, je crois, quand on a remplacé Kabare, c'était en 1936, n'est-ce pas? Ouais. 1936. Et qu'elle est la mère de Mafundwe? Mafundwe qui a remplacé l'autre. Oui. Donc, on doit dire qu'elle est de 1885, 1930. 1830. Donc, elle a vécu longtemps, cette maman. Elle a fait quoi? Quel genre de négociation elle a mené? Quand les Blancs combattaient les Baches ici, bon, elle aussi, elle était combattante, elle-même. Elle a dit, bon... Les femmes combattaient à cette époque? C'est-à-dire pas aller au front, mais c'est dans les groupes là. Comme qu'est-ce qu'on va faire? On accompagne, ils accompagnent. Et celle-là a trouvé que son mari lui a laissé
un enfant mineur. Aussi? Mineur, oui. Mineur. Mafundwe alors. Était mineur. À cette époque, si je comprends bien, il y a cette reine de Ngweshe qui était veuve et celle de Kabare aussi était veuve. Avec 0-0 et l'autre Mafundwe là-bas. C'est après. Donc Mafundwe dans le Ngweshe et 0-0 dans le Kabare. Elle était veuve déjà avant l'autre. Avant l'autre. Parce que Wayotaganda, c'est le père de 0-0, il est mort dans les années 1919. En 19. Pendant qu'elle était déjà veuve déjà en 1906 déjà. Oui. Donc un peu avant l'autre. Et elle a continué à combattre les Blancs pendant que son mari était déjà mort. Elle a combattu avec son équipe. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'elle perdait. Les gens qui étaient combattants, on citait tel est mort aujourd'hui, demain on dénote. Non. Moi, je vais faire tout pour que ces gens-là puissent stopper la guerre. Elle va chez Mwami Taganda, le père de 0-0. C'était en 1913. Elle va voir Mwami Taganda. Mwami Taganda, je vois que nous allons perdre tout le monde. Il faut qu'on aille négocier. Et Taganda qui dit non, moi, avec les Blancs, pas du tout. Elle demande, permettez-moi d'aller négocier. Moi, je voudrais vraiment négocier avec eux pour que mes gens ne tombent pas tous. Kabare qui dit, Taganda, allez-y. Il est allé à Luberizi où restait le pouvoir colonial à ce moment-là. Dans la plaine de la Rouzière. C'est dans l'autre, c'est la chefferie des Bafoulir. Des Bafoulir, oui. Donc, c'était avec l'autorisation du Mwami de l'autre côté. Oui. Elle a aussi négocié avec le Mwami de l'autre côté pour négocier la paix ici au Bushi. Elle était de Ngweshe. Ngweshe, c'est une chefferie. Ouais. Mais comme c'est son père, parce que c'est Kabare, elle a dit à Kabare, négocions. Kabare a refusé. Et elle dit, allez vous-même. Elle est allée. Elle a eu gain de cause. Le roi était content. Non, les Blancs étaient contents. On lui a donné même des fusils pour qu'elle se défende. Et de celle-là, on a laissé la paix dans l'Ingweshe. Tandis qu'à Kabare, on continue à tuer des gens. 6 ans, est-ce que c'est 6 ans? 3 ans après. 3 ans après. En 1916, 3 ans, Mwami Kabare se rend compte que vraiment tout le monde est en train de finir là. Il dit il faut absolument que j'aille aussi négocier. Il fait appel à la dame, à sa belle-fille, si vous voulez. Et il me dit, moi je voudrais aussi. Elle va faciliter aussi cette négociation entre le Mwami Kabare et les colons. Oui. Et les Blancs disent, très bien, si vous avez réussi à l'avoir, nous sommes contents. C'est ainsi qu'on a négocié et la guerre était terminée ici. Merci beaucoup, Chakoulou Konda. Vous nous avez vraiment édifié par rapport à cette question. Mais la dernière question est de savoir en quoi ces repères sont importants. Aujourd'hui, quelqu'un de 1906, quelqu'un de 1913, pourquoi il est important de les connaître aujourd'hui? En quoi ça peut aider la communauté moderne, s'il faut le dire comme ça? Je pense que celui qui ignore son histoire, il est faux. Et il fausse sa vie. On doit connaître son histoire. Si on ne connaît pas ces repères-là, si on ne leur rend pas hommage, on a fauté. Il faut qu'on les connaisse, ce qu'ils ont fait, pour qu'on en prenne un modèle. Ceux-là qui ont combattu, qui nous ont sauvé la vie, il faut s'en rappeler et il faut être comme eux sur le terrain. Donc, aimer le pays comme ils ont aimé le pays. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, Chakoulou Konda, pour que réellement les gens trouvent ce temps-là de connaître leur histoire? Parce que c'est mieux de le dire, les gens doivent savoir, mais concrètement, comment ça doit se passer? Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que les gens apprennent de leur histoire? C'est ce que vous faites déjà très bien ici, vous autres. La radio Wezo fait une chose merveilleuse, de rappeler les gens à l'histoire, qu'on reconnaisse ceux-là qui ont été des valeureux défendeurs de notre coutume.
c'est qu'ils sont morts pour nous. Et qu'on puisse aussi imiter leur façon de vivre, leur vécu. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les imiter. Mais si on les connaît, on les imite. Ce que vous faites ici, c'est vraiment une leçon formidable. Il faut que tout le monde entende et qu'on fasse des recherches là-dessus. Parce qu'il y a mieux que ce que nous avons raconté ici. Il y a plus que ça. Il faudra donc approfondir la thématique. Absolument. Absolument. Arriver à exhumer ces noms cachés. Je ne sais pas si ça se fait à dessein, je ne sais pas si par ignorance, parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que tout le monde ne connaît pas? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas? C'est les deux à la fois. C'est par ignorance et c'est par complicité également. Ignorance, bon, ceux qui n'ont pas su qu'il y a eu un 0-0 comme ça qui a donné toute sa vie pour défendre son peuple. Ils ne vont pas le citer, ils ne vont pas en parler. Sa mère est morte comme martyr. On n'en parle pas. Pourquoi? C'est parce que personne ne l'a dit. Maintenant, quand vous voulez dire, par exemple, vous faites dire ça aux gens, tout le monde va imiter cette maman. Tout le monde va l'imiter, je pense. Et si vous le faites plusieurs fois comme ça, vous invitez les gens qui ont connu tel, vous en parlez, eh bien, tout le monde en fera. Vous en faites déjà une école, vous autres. Et tout le monde sera édifié et sera sollicité pour faire de même comme ils ont fait. Merci beaucoup, Chakoulé Konda. Merci pour avoir répondu à nos questions. Moi, je l'ai dit déjà, vous êtes aussi parmi ces repères culturels, même si vous ne voulez pas les dire. Non. Parce qu'on se réfère à vous pour avoir ces éléments aussi importants. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'en connaissait pas. Après, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions de Oizo FM. C'est par ici où nous mettons point final à cette émission. Mystère d'archives. Aujourd'hui, on parlait de repères culturels. Vous avez ici à avoir des éléments très importants par rapport à la civilisation au niveau du Bushi et dans le Buhavu. Je pense qu'on aura 10 temps pour approfondir cette thématique, afin qu'on ait des éléments nécessaires par rapport à l'histoire des communautés locales. Mystère d'archives, c'est une émission de tout le vendredi à 20h. La mise en onde était de Gustave Malitélé, la présentation d'Aboubacar Kigali. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe de Oizo FM qui a participé à la réalisation de cette émission. Je cite Marie-Thérèse Tito, Roland Bachi, David Bahati, sous la conduite de Jerry Kacha. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine émission, prochain numéro de l'émission Mystère d'archives.